Vous connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs ? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yéti, mais connaissez-vous l'Almasti, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan ? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique ? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie. Du monstre du Loch Ness au Yéti, sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. À 3000 km au nord, dans cette région à peine atteinte par la civilisation, il existe aujourd'hui de nombreuses espèces de créatures qui depuis longtemps passent pour être éteintes. Dernier épisode, quelles étranges créatures pourraient encore découvrir les cryptozoologues ? Avec dans les rôles principaux, Bernard Heuvelmans, zoologiste belge génial et inventeur de la cryptozoologie. Lorsqu'un animal est peu connu, on remplit les lacunes de notre savoir par superstructure du mythe qui, je le crois, est inhérente à la construction même de notre cerveau. Benoît Grison, biologiste, sociologue des sciences et auteur du livre « Du Yéti au calmar géant ». La cryptozoologie qui consiste en fait à être à l'écoute des ethnosavoirs, c'est-à-dire des savoirs populaires sur les animaux. Et bien, parfois, en s'appuyant sur ces savoirs populaires, la cryptozoologie amène à la découverte d'espèces de grande taille complètement nouvelles. Et Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue, qui traque inlassablement les derniers dragons d'Afrique. Bien souvent, il faut des dizaines et des dizaines d'années pour qu'un animal connu des populations locales soit mis dans le répertoire de la classification zoologique. Tu sais, avec le matériel que nous avons à bord, nous espérons capturer un nouveau spécimen. N'est-ce pas, docteur ? Comme le sélacanthe. Oui, c'est une espèce disparue depuis des millions d'années. Ce poisson aux dents imposantes fait la une de l'actualité. Son nom, sélacanthe. Un lien avec l'aube des temps. D'après les exemplaires fossiles, nous savons qu'il existait il y a 300 millions d'années. Il est sans doute l'ancêtre aquatique des animaux terrestres, car ses nageoires ressemblent à de véritables membres. Grâce à l'aviation, ce sélacanthe qui avait été pêché aux Comores a été examiné par un ichtyologiste sud-africain avant qu'il ne se décompose. Ce fut un succès. Ce sélacanthe va sans doute révéler, enfin espérons-le, les secrets de l'évolution. La prise du siècle. Le sélacanthe, c'est une, entre guillemets, vedette de la cryptozoologie. Vous me dites si je dis une bêtise, est-ce que c'est un poisson qui date de temps antédiluviens, qu'on pensait complètement disparu et qu'on a redécouvert au XXe siècle ? Absolument. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Smith, l'ichtyologue spécialiste des poissons sud-africains, qui a reçu le premier spécimen, n'en croyait pas ses yeux. Parce que, en fait, c'est un poisson qui, diraient les naturalistes, dans leur jargon, fait partie du groupe des actinistiens. Ces poissons qui sont extrêmement anciens et dont on pensait qu'il n'existait plus de représentants depuis au moins 60 millions d'années. Donc, quand Smith a vu ce poisson, il n'en croyait pas ses yeux. Dans un premier temps d'ailleurs, comme il avait été pêché au large de l'Afrique du Sud, il croyait que le poisson vivait au large de l'Afrique du Sud, mais il avait dérivé à partir des Comores.
L'ironie a voulu qu'après on s'est aperçu que l'espèce des Comores a aussi des poches de population large d'Afrique du Sud. Mais bon, alors le terme fossile vivant, bon, c'est pas un terme scientifique et c'est un terme populaire, autrefois scientifique, mais qui n'a pas vraiment de sens parce que simplement il s'agit de dire que c'est ce qu'on appelle un taxon Lazare. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, dans l'Évangile, Lazare est censé être ressuscité des morts. Un taxon Lazare en zoologie ou en botanique, c'est quand on a une espèce qui, ma foi, est le dernier représentant ou un des rares représentants connus d'un groupe qui par ailleurs a été décimé au cours de périodes géologiques antérieures, au cours des temps géologiques. Voilà. Et donc effectivement, c'est un des grands intérêts de ce sélacanthe, c'est que c'est un poisson archaïque, ancien, dont on pensait qu'il n'y avait plus de représentants de son groupe. Bon, il n'évoque pas ce qu'on appelle la fameuse sortie des eaux, mais il donne un peu une idée quand même de ce qu'a pu être la sortie des eaux qui a permis le passage des poissons aux amphibiens, aux batraciens. Il y a fort longtemps, il y a des centaines de millions d'années. Donc voilà, le sélacanthe est un rescapé de temps géologiques anciens, ça c'est sûr. La découverte du sélacanthe en 1938, ce grand poisson qu'on pensait disparu depuis la fin du Crétacé, constitue pour Bernard Heuvelmans, le père de la cryptozoologie qui étudie les animaux inconnus de la science, la preuve qu'on peut encore découvrir dans notre vaste monde des espèces que l'on pensait éteintes depuis longtemps, voire même des espèces nouvelles. Il explique dans l'émission Radioscopie en 1974 au micro de Jacques Chancel. Le sélacanthe est bien plus ancien que les dinosaures. Oui. Il était présumé disparu depuis 65 millions d'années. On l'a découvert vivant. Pensez à tous les fossiles vivants qui vivent actuellement. Et il y en a d'autres qui, évidemment, ne sont pas spectaculaires, comme un petit mollusque qui s'appelle Neopilina, qui est grand comme une pièce d'un franc. Mais c'est moins impressionnant. C'est moins impressionnant, mais pour le zoologiste... On y croit un peu moins, vous comprenez, c'est... Non, on l'accepte facilement. Oui. Oui, là, tout le monde, personne ne dit c'est impossible. Ah, tiens. Or, la découverte de ce petit animal a demandé la transformation totale de la classification des mollusques. C'était plus important, en fait, que le sélacanthe, et plus important que ne le serait la découverte d'un dinosaure actuel. J'ai connu Bernard Heuvelmans tout à fait vers la fin de sa vie. Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». C'est quelqu'un qui s'intéressait à énormément de choses. Il a écrit des livres sur le jazz, sur toutes sortes de sujets qui n'ont rien à voir avec la zoologie. Donc c'était un esprit curieux. Et je pense que cette curiosité a dû l'inciter précisément à aller chercher ce qui pouvait se cacher derrière ces rumeurs ou ces témoignages un peu obscurs sur des animaux mystérieux. Éric Buffetot, grand paléontologue, a lu quand il était jeune tous les écrits de Bernard Heuvelmans, notamment son ouvrage fondateur, la Bible des cryptozoologues, intitulé « Sur la piste des bêtes ignorées ». Quelle est la démarche de Bernard Heuvelmans quand il écrit ce livre sur la piste des bêtes ignorées ? Alors, il faut bien voir que Bernard Heuvelmans, au départ, c'est un zoologue. Il a fait une thèse de zoologie sur la dentition de l'Oryctérope, donc quelqu'un de compétent en zoologie. Et la démarche qui l'a motivé, je pense, c'est de s'intéresser à tous les indices qui pouvaient faire penser à l'existence d'animaux que la science ne reconnaissait pas encore. Alors, ça pouvait être toutes sortes de choses. Ça pouvait être des récits de voyageurs, des traditions locales, éventuellement, dans certains cas, des restes d'animaux qui permettaient de supposer l'existence de quelque chose. On ne savait pas forcément bien quoi. Et alors, il a recueilli une énorme documentation vraiment impressionnante que l'on ressent dans ses livres, mais qui est encore plus grande que ça, parce qu'il y a des archives qui montrent que ce qu'il a rassemblé est absolument colossal au point de vue information sur des animaux mystérieux. Selon vous, ce livre, il a créé des vocations ? Oui, certainement. Je dois dire que moi-même, qui ai lu ces livres quand j'étais un jeune adolescent, ça a contribué à renforcer mon intérêt pour la zoologie et la paléontologie. Donc ça a contribué à me faire devenir un paléontologue plus tard. Et je ne suis certainement pas le seul dans cette situation. Oui. C'est un livre, en fait, fondateur du domaine. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Il a été vendu à plus d'1,6 million d'exemplaires dans le monde entier en une douzaine d'années. Il a connu donc un grand nombre de traductions et ça a été le plus grand succès de vente en librairie depuis l'origine des espèces de Darwin dans le domaine de la zoologie. C'est dire que ce livre a fait rêver beaucoup de passionnés, beaucoup de chercheurs qui étaient à l'époque en culotte courte.
Je m'étais toujours intéressé aux animaux un peu bizarres. Vous savez, comme tous les zoologistes ont de petits dossiers dans lesquels ils mettent tout ce qui est incompréhensible ou pittoresque. Bernard Heuvelmans, inventeur de la cryptozoologie. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas écrire un petit volume sur ce sujet ? Ça devait faire un petit volume de 100 pages. Et j'ai découvert, en fouillant la bibliographie, tant de choses inconnues que j'y ai travaillé 4 ans. Et que ça a donné donc mon premier livre sur ce sujet, qui était Sur la piste des bêtes ignorées. Quand on relit Sur la piste des bêtes ignorées, qu'on ne trouve plus malheureusement en librairie, mais bon, il faut chercher un peu sur les sites de deuxième main, c'est un livre qui ne date pas d'hier, hein, je crois que c'est 55, 54, quelque 55, chose, 55, ouais. Mais ça se laisse encore lire. Il y a un côté aventurier. Mais complètement. Et puis ce livre, alors moi je l'ai lu un peu plus tard malheureusement, mais je connais énormément de gens qui se sont livrés, donc des collègues biologistes et zoologues en particulier, qui m'ont dit, mais moi, je dois à Bernard Heuvelmans la vocation de vouloir faire de la zoologie, parce que j'ai lu Sur la piste des bêtes ignorées et que j'ai trouvé ça absolument génial. Michel Sartori, directeur du musée de zoologie de Lausanne. Il a quand même influencé, et ce livre a été vraiment une source d'inspiration, non pas pour beaucoup de cryptozoologues, certainement pour certains cryptozoologues, mais surtout pour des zoologues. Alors, vous pouvez me raconter pourquoi il a justement écrit ce livre Sur la piste des bêtes ignorées dans les années 50 ? Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Est-ce que c'est dans l'air du temps ? Est-ce que c'est lui le premier qui invente la cryptozoologie ou cette recherche des animaux cachés ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Qu'est-ce qu'on trouve sur la piste des bêtes ignorées ? Écoutez, c'est le résultat d'une somme d'informations qu'il a recueillies pendant les 10 années auparavant. En fin de compte, il faut essayer de comprendre pourquoi Bernard Heuvelmans est devenu ce qu'il est devenu. C'est pas toujours facile. Il avait un nombre d'intérêts autres que la science qui était indéniable. Il aimait le jazz, il aimait les femmes. Il faut le dire tel que c'est. Mais il avait, en fin de compte, il n'a jamais été un zoologue académique. Par là, je veux dire, c'est qu'il a toujours dû vivre et travailler à côté de la zoologie pour survivre. Et en fin de compte, il n'a jamais eu de position académique, il n'a jamais travaillé dans une université. Il a dû se débrouiller en écrivant des chroniques pour les journaux, en traduisant des guides de faune, hein, par exemple, parce qu'il était plus polyglotte, donc il avait une certaine facilité pour traduire des ouvrages. Il a vécu comme ça. Et puis, au fur et à mesure de ses recherches, en fin de compte, il a commencé à accumuler des informations. Et puis, à un moment donné, je pense, parce que ça, c'est des suppositions de ma part, il a dû se dire, mais en fin de compte, la trace que moi je peux faire, inédite, que les autres n'ont jamais vraiment explorée, c'est de compiler tout ce qu'on sait sur ces animaux cryptiques. Et puis peut-être qu'avec ça, je pourrais en faire un bouquin qui se vendra bien. Et c'est ce qu'il a fait en réalité. Et il était le premier à, en fin de compte, systématiquement explorer toutes les pistes possibles dans tous les continents du monde pour répertorier, cataloguer ces animaux dont on ne connaissait que l'existence que par des traces ou par des témoignages. Alors, on dit que le père de la cryptozoologie, c'est Bernard Heuvelmans. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Avant Bernard Heuvelmans, il y a des gens qui avaient flirté avec l'idée de constituer un tel savoir, de former une discipline ou en tout cas un champ de savoir autour d'animaux problématiques dont l'existence était rapportée à l'époque par des chasseurs, des explorateurs, des populations de chasseurs-cueilleurs au fin fond de telles forêts denses en Amazonie ou en Afrique centrale. Alors, il y a eu quelques personnes qui sont déjà intéressées aux questions que Heuvelmans va étudier toute sa vie. Il y a eu notamment Edwin Ray Lankester, qui était un ami, un proche soutien de Charles Darwin, qui a été un des premiers à s'intéresser à ces questions-là, à des énigmes plus ou moins fondées en ce qui concerne l'existence des animaux, comme la survivance des paresseux géants préhistoriques en Amérique du Sud, des anacondas géants hypothétiques, ou l'éléphant nain. Donc Edwin Ray Lankester, c'est peut-être le premier avant Heuvelmans
qui, en tant que biologiste professionnel, soit intéressé à ce qui allait devenir la cryptozoologie. Mais il n'a pas systématisé son approche. Tandis que Bernard Reuvelmans, à partir de la fin des années 1940, va s'intéresser à ça, je dirais pas à plein temps, mais presque, et va commencer à emprunter des méthodes à la fois issues des sciences humaines et des sciences biologiques pour traiter les cas de ces animaux problématiques, énigmatiques, que sont les animaux de la cryptozoologie. Alors, pourquoi je parle d'animaux problématiques ? Parce que la cryptozoologie, c'est un ensemble de dossiers concernant des animaux qui sont supposés exister, mais qui sont quand même controversés, qui ne sont connus souvent dans un premier temps que par des témoignages. Et quand je dis un ensemble de dossiers, il y en a un peu plus de 150 qui tiennent debout. Et dans certains cas, on voit bien qu'il y a de fortes chances que l'animal existe. On a même parfois des pièces anatomiques. Dans d'autres cas, plus le temps passe, plus la vraisemblance de l'animal, la crédibilité de l'existence de l'animal s'estompe, à moins qu'il ait disparu en période historique et qu'on n'en ait plus qu'un souvenir à travers des rumeurs et des traditions orales. Et puis il y a tous ces cas qui sont dans une zone grise, comme je dis. Par exemple, le Yeti ou le Bigfoot. Il y a certains éléments qui pourraient plaider en faveur de leur existence, et il y a aussi, pour le Yeti et le Bigfoot, d'autres éléments qui vont à l'encontre de leur existence. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive pas à départager les arguments pour ou contre leur existence, et ils restent pour l'instant dans une zone grise. En dehors de Sur la piste des bêtes ignorées, Bernard Reuvelmans a écrit bon nombre d'ouvrages cryptozoologiques. Citons-en quelques-uns. Le grand serpent de mer, l'énigme zoologique et sa solution, les derniers dragons d'Afrique, dans le sillage des monstres marins, le kraken et le poulpe colossal, l'homme de Néandertal est toujours vivant, ou encore les bêtes humaines d'Afrique. Il n'a jamais cessé tout au long de sa vie d'être passionné par toutes les choses étonnantes et parfois totalement invraisemblables qui parsèment notre monde. Alors David Deroy, vous avez réalisé le documentaire Bernard Reuvelmans, rebelle de la science. Comment vous avez connu le personnage de Reuvelmans ? Mais Reuvelmans apparaissait dans mes recherches pour un film que j'ai fait en 2016 qui s'appelle Mannequin Swing. C'est un film sur le jazz belge. Il était chanteur, il jouait de la trompette aussi, et on le retrouvait souvent dans les conférences et tout ça, donc il s'intéressait au jazz depuis sa jeunesse. Donc il apparaît souvent dans les dictionnaires et dans les archives consultées pour ce sujet, quoi. Alors vous ne connaissiez pas le penchant de la zoologie, en tout cas le côté zoologique de Bernard Reuvelmans et surtout de la cryptozoologie. Vous avez découvert ça en cours de route. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un documentaire sur lui ? C'est justement ce qui m'a donné envie, c'était le côté fantastique et aussi de démontrer, en connaissant mieux le personnage de Bernard, que c'était un type sérieux, c'était pas un fantaisiste comme on aurait pu le croire à première vue. Ce que j'aime bien, c'est quand on découvre un sujet, c'est de voir ce qu'il y a derrière, de gratter un petit peu. Et concernant Bernard, qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage fantasque ? En fait, il y a tout un univers qui s'est révélé. C'était très poétique et en même temps très scientifique en même temps, quoi. Alors, si on reprend dans l'ordre, c'est un scientifique, Bernard Reuvelmans. Il a donné une grande partie de sa vie, il a enquêté sur des choses bizarres, on va dire, mais à la base, c'est un scientifique rigoureux. C'est un biologiste, zoologue qui a étudié à l'ULB dans les années 30, qui a été distingué parce que son travail de fin d'année a remis en question toutes sortes de théories sur. C'est peut-être anecdotique, mais ça révèle un petit peu le personnage. C'est qu'il a démontré que la dentition de l'Oryctérope était quelque chose de particulier, qu'elle méritait un classement en elle-même. Et à partir de là, on voit qu'il pose déjà des questions et qu'il remet en cause tout ce qui était théorique, en tout cas en zoologie et en biologie. Scientifique sérieux, rigoureux, qui a découvert des choses, on en parle à l'instant sur l'Oryctérope, etc. Érudit, quelqu'un de cultivé, vu qu'il a une connaissance du jazz et que c'est un grand chanteur de jazz, en fait. C'est pas un petit chanteur, il s'intéresse au jazz, mais c'est pas en amateur, quoi. Ouais, il paraît que c'était le seul à pouvoir chanter comme un noir en Belgique. Voilà, c'est ce que disent les chroniques de l'époque et les articles de presse que j'ai consultés effectivement pour ce sujet. There'll be no new romance for me, it's foolish to start, for that old feeling is still in my heart.
Je le compare aussi souvent à un homme de la Renaissance et qu'il avait beaucoup de registres. Et c'est quelqu'un qui vivait beaucoup dans les livres aussi. On le voit quand on va voir ses archives qui sont conservées au musée zoologique de Lausanne. Les livres, c'est toute sa vie. Et lire et écrire, donc il a vraiment une connaissance qui est très, très étendue sur beaucoup de sujets différents finalement. C'est un homme de la Renaissance. Bernard Revelmans, vous pensez que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont peut-être des témoins privilégiés. Certains d'entre eux ont peut-être vu et n'ont pas osé montrer. Vous savez, il y a également la crainte de montrer parce qu'on peut passer pour un fou. Voilà, et la crainte du ridicule. Du ridicule. Mais heureusement, cela s'atténue de plus en plus. Et je vois ça à ma correspondance qui est énorme. Heureusement d'un côté, malheureusement de l'autre, parce qu'il faut répondre à tout. Mais les gens, lorsqu'ils voient que vous travaillez sérieusement, et les hommes de science aussi ont dû toujours reconnaître que mes livres étaient inattaquables d'un point de vue scientifique, parce que je suis des méthodes tout à fait rigoureuses. Je n'affirme rien que je ne puisse affirmer. Je fais toujours toutes les réserves d'usage. Eh bien, les gens s'enhardissent et finissent par se confier à vous. Et c'est ainsi que je reçois continuellement des témoignages passionnants. Mais lorsque je n'en ai qu'un seul, je ne m'y arrête jamais. Il faut avoir tout un faisceau de témoignages convergents pour commencer à accepter la réalité d'un être inconnu. À la fin de sa vie, Bernard Revelmans a décidé de céder toutes ses archives à la base de ses recherches et de ses livres au musée de zoologie de Lausanne. Il s'agit d'une collection colossale. Alors quand Bernard Revelmans vous a proposé de récupérer ses archives, en fait toutes ses notes, tout son travail, parce que c'est un travail de toute une vie, il a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, quelle est votre réaction à ce moment-là en tant que musée sérieux ? Est-ce que vous vous dites bah non c'est trop farfelu, ou alors quelle opportunité, quelle aubaine, c'est vraiment unique et très intéressant comme à posséder, en tout cas comme archive. Alors c'est la deuxième solution. Chantal Ebonguet, chargée de communication au musée de zoologie de Lausanne. Le directeur de l'époque, qui est toujours notre directeur actuel, Michel Sartori, avait déjà eu des contacts avec Bernard Revelmans et s'était déjà intéressé à la cryptozoologie avant. Et puis à la fois le directeur du musée et les autorités vaudoises ont trouvé que c'était une occasion incroyable et ont accepté avec grand plaisir cette donation. Il a un fonds de documentation totalement fou. J'entends, il y a 92 mètres linéaires de documents. Il a passé sa vie à collecter des informations et ça, c'est extrêmement précieux. Mais surtout, pas que sur les animaux. Je pense que ça parle même d'ufologie, non ? Il s'intéressait aussi aux ovnis. Alors, il avait d'autres intérêts, effectivement, que la cryptozoologie. Il était intéressé par les extraterrestres, par l'ufologie, enfin, il était intéressé par tout ce qui pouvait être par le mystérieux, dans le fond. Et puis, il avait gardé, je pense, un bout d'âme d'enfant, de se dire, c'est un aventurier, cet homme. Mais il l'a fait de façon assez rationnelle et scientifique. C'est pas un hurluberlu. Ce n'est pas que un hurluberlu. Et puis ça donne un côté sympathique. Je pense qu'à part ça, il n'est pas le seul. Chez les scientifiques, il n'y a pas que des rationalistes purs et durs. Il y a des gens qui se posent des questions et qui vont aussi du côté la science, elle est intéressante au moment où on va chercher du côté des incertitudes et des questions qu'on peut se poser et de choses dont on n'est pas sûr. Et voilà, il faut aller... si on va que sur le terrain de ce qu'on connaît ou de ce qu'on imagine possible, on perd un bout d'intérêt et de saveur de la science. J'ai une anecdote à vous raconter. Michel Sartori, directeur du musée de zoologie de Lausanne. Quand on a accueilli le fonds de cryptozoologie, ça a fait le buzz. Tous les journaux du monde en ont parlé. Voilà, ça nous a apporté une petite notoriété. Mais dans la semaine qui a suivi le communiqué de presse, j'ai été contacté par un monsieur de Washington qui s'appelait Richard Stone et qui n'était pas du tout un farfelu puisqu'il était un des éditeurs de la revue Science. Et qui me dit, écoutez, je viens d'apprendre que vous avez le fonds de cryptozoologie de Bernard Revelmans. Je suis en train d'écrire un livre sur les mammouths. Est-ce que je peux venir vous voir? Parce que je suis sûr que dans le fond de Bernard Revelmans, je vais trouver des informations qui me manquent. Et je lui ai répondu en disant, il n'y a pas de souci, vous venez quand vous voulez.
Il m'a répondu 2 heures après en me disant « Je prends l'avion demain à Washington pour Genève, je suis chez vous après-demain ». Et il a passé une semaine dans le fond de cryptozoologie et quand il a eu fini, il m'a dit « Monsieur Sartori, je vous remercie infiniment, vous m'avez fait économiser 6 mois de travail parce que tout ce qui me manquait, je l'ai trouvé dans le fond de cryptozoologie parce que Bernard Heuvelmans avait accumulé un nombre de papiers, de documents, de témoignages sur la survivance des mammouths actuellement et c'est comme ça qu'en fin de compte, Richard Stone a pu boucler son bouquin. C'est pas mal, je trouve. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut la peine de ne pas mettre tout ça au feu. Je suis très fier de l'avoir accepté, cette collection. Ah oui, bien sûr. Mais donc, par contre, ce qui est dingue, c'est de voir que le monsieur qui s'occupe de la revue Science ou qui collabore, et donc quoi, il prend au sérieux les théories comme quoi les mammouths auraient pu survivre jusqu'à une époque très proche, en Sibérie. Je sais pas s'il les prend au sérieux. Ce qu'il prend au sérieux, c'est le travail monstrueux d'accumulation de documents que Bernard Heuvelmans a mené sur ce sujet. Et comme sur tous les autres sujets d'ailleurs. Mettre en évidence la preuve de l'existence actuelle du mammouth, il a dû réunir un certain nombre de documents. Et en récoltant ces documents, il a également fait ressortir des informations qui étaient très peu accessibles à l'époque. Je vous rappelle qu'il y avait très peu d'Internet à l'époque. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Comment est-ce qu'il a pu accumuler autant de documents venant du quatre coins du monde? Il avait des correspondants partout dans le monde. Il avait son réseau de rabatteurs, comme je pourrais l'appeler, des gens qui lui envoyaient toutes les coupures de presse qu'il trouvait, ou toutes les histoires qui sortaient dans les 4 coins du monde. C'est une collection unique. Je voyais personne d'autre qui a collationné pendant 50 ans plus de 50 000 documents sur tout ce qui pouvait être un petit peu insolite dans le monde animal. Aussi bien d'un journal du fin fond de la Sibérie jusqu'à une feuille de chou de la pampa argentine. Mes collègues scientifiques pouvaient me considérer comme un joyeux fantaisiste. Avant que je ne m'occupe moi-même de ces problèmes, ils étaient toujours regardés avec un certain mépris ou un petit sourire. Mais je me suis acharné et pendant 30 ans, j'ai donc forgé petit à petit une méthode de recherche pour une science nouvelle que j'ai appelée la cryptozoologie, c'est-à-dire la science des animaux cachés. Et j'ai développé cela dans mes différents ouvrages que j'ai publiés. Et petit à petit, j'ai eu de plus en plus de support de collègues et de collègues les plus éminents. Et je puis alors vous confier quelque chose que personne ne connaît encore, c'est qu'il y a des savants de tout pays qui sont tous professeurs, académiciens et des gens éminents qui créent en ce moment aux États-Unis une société internationale de cryptozoologie. Il y a des Américains, bien sûr, des Canadiens, il y a des Soviétiques, il y a des Chinois, et puis il y a un Français auquel on a demandé d'assurer la présidence. Et c'est vous? C'est moi. Bernard Heuvelmans, ici interrogé dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel dans les années 70, va peut-être un peu vite en besogne en affirmant que la cryptozoologie est une science à part entière. La cryptozoologie, c'est entre zoologie et mythe, zoologie légende, nature et culture. Benoît Grison, biologiste, auteur du livre « Du Yéti au calmar géant ». La cryptozoologie, pour moi, c'est pas une science constituée. C'est, si vous voulez, une intersection disciplinaire entre l'ethnologie, l'anthropologie et puis la zoologie. D'ailleurs, la cryptozoologie a un certain nombre de méthodes, mais ces méthodes sont alternativement empruntées aux sciences de la vie ou bien aux sciences de la culture. Pour moi, c'est une interface entre des disciplines classiques, en fait, la zoologie, l'ethnologie, l'ethnozoologie, et c'est pas une nouvelle discipline en soi. Par contre, je pense fermement que la cryptozoologie pratiquée sérieusement, avec de bonnes bases scientifiques tirées de différents champs disciplinaires préexistants, peut être sérieuse. Voilà. Mais c'est pas une science constituée en elle-même. Ce qui lui donne une mauvaise réputation, c'est qu'un certain nombre de personnes sont intéressées à ces questions sans avoir le bagage scientifique nécessaire. Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». Parfois en n'hésitant pas à commettre des fraudes et ce genre de choses. Mais néanmoins, je pense que c'est une démarche légitime si elle est faite avec une certaine rigueur scientifique.
cryptozoologie, dit cryptozoologue. Nous vous en avons présenté beaucoup dans cette série consacrée aux créatures mystérieuses, dont peut-être un des plus sympathiques, mais surtout un des plus importants à cause de ses recherches, Michel Ballot. Cet explorateur français qui traque encore aujourd'hui dans les forêts de Centrafrique les derniers dragons inconnus. Vous êtes ce qu'on appelle un cryptozoologue. Votre spécialité, en tout cas, vous êtes, on peut le dire, focalisé sur un animal mystérieux, en tout cas encore inconnu, c'est le Mokele Mbembe. Est-ce que je prononce bien ? Oui, vous prononcez très bien. En réalité, la cryptozoologie, c'est un domaine très vaste. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Et on s'est rendu compte depuis un siècle et demi environ, que les animaux encore inconnus étaient répartis un peu partout dans le monde. Donc on est obligé, en tant que chercheur indépendant, de se focaliser sur une zone géographique bien particulière. Et c'est au cours de mes premières expéditions en Afrique centrale, au tout début des années 2000, j'ai voulu travailler sur un ou deux animaux inconnus de ce qu'on appelle la cuvette congolaise, c'est-à-dire les pays qui sont le Gabon, le Cameroun, le Congo et la Centrafrique. Et au cours de mes premières investigations sur le terrain, j'ai commencé à rapporter un certain nombre de témoignages. En ce qui concerne la bête que je recherche, tu en as entendu parler ? J'ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu avec mes yeux. J'attends seulement le nom, mais je n'ai jamais vu comme ça avec mes yeux. Qui t'en a parlé ? Ça, c'est des choses que les aïeux parlaient, qu'il y a un animal qui est dans l'eau avec vraiment une queue comme les lames gilettes. Ça, c'est les aïeux qui nous disaient ça. Une queue comme on dirait qu'il y a les scies. Ah, sur le corps. Sur le corps, oui. Vers la queue. C'est les parents qui nous disaient ça. Oui. Et c'est ça qui faisait peur aux parents pour marcher sur l'eau. Il y a des endroits où ils menaçaient, mais actuellement, à notre époque, nous, on n'a jamais vu ça. Est-ce que vous l'avez déjà vu, le Mokele Mbembe ? Alors, je n'ai jamais vu le Mokele Mbembe. Par contre, vous savez, quand je pars en expédition, j'ai de nombreuses caméras pièges. Et sur une de mes caméras pièges, j'ai relevé quelques années auparavant une photo où on voit un corps avec une grosse patte qui semble rentrer dans l'eau. L'animal semble rentrer dans l'eau, mais c'est pas une preuve probante pour la science. Donc c'est une photo que je ne peux pas diffuser puisqu'elle n'est pas assez probante. Alors souvent on a dit c'est un tronc d'arbre, etc. Mais bon, on a fait examiner par des spécialistes cette photo et on pense plutôt que c'est un animal qui est en train de rentrer dans l'eau. Mais bon, non, bien sûr que non, j'ai jamais vu le Mokele Mbembe. Le Mokele Mbembe, vos aïeux vous disaient qu'il y avait des sortes de pics au bout de sa queue. Oui, les parents nous disaient que celui-là, il est plus dangereux parce qu'ils nous disaient que quand il traverse le fleuve, il s'élève. Bon, vous ne pouvez plus passer le fleuve, vous ne pouvez plus passer. Et c'est là où ils voyaient que celui-là est plus dangereux parce qu'il pouvait prendre tout le fleuve. Il traverse, il s'élève un peu, bon, ça fait comme une chute, ça fait comme un barrage. Vous voyez ces animaux vraiment féroces là. Ah, ils étaient féroces, ils vous disaient, vos aïeux ? Oui, nos aïeux disaient que vraiment le fleuve c'est dangereux, il y a des animaux. Heuvelmans se disait qu'il fallait quand même s'appuyer et étudier avec attention ce que disaient les populations locales. Michel Rénal, cryptozoologue confirmé. En plusieurs décennies, je dirais, d'aventures cryptozoologiques, il était arrivé à la conclusion que, premièrement, l'inventaire de la faune de notre planète, y compris pour des espèces de grande taille, est loin d'être terminé. Deuxièmement, pour ces découvertes, justement, systématiquement, ces nouvelles espèces d'animaux de grande taille étaient déjà connues des gens de la région. Et troisièmement, plusieurs fois, enfin pour pas mal d'entre elles, la découverte s'est faite justement en s'appuyant
sur le savoir local, sur le savoir autochtone des populations qui vivaient dans les parages, qui non seulement étaient au courant de l'existence de ces animaux, mais ont souvent, parfois ils le chassaient, parfois ils avaient gardé, ils en avaient fait une représentation de dessin ou peinture, parfois ils avaient gardé un fragment de peau ou autre. Ça a été le cas, je dirais, pour la quasi-totalité des espèces animales nouvelles décrites au cours du XVIIIe, du XIXe, du XXe siècle et même au début du XXIe pour les quelques-uns d'entre eux qui ont encore été découverts ces dernières années. Est-ce que grâce à la cryptozoologie, on a déjà fait des découvertes vraiment intéressantes ? Oui. Benoît Grison, biologiste, auteur du livre « Du Yéti au calmar géant ». Alors, on peut donner quelques exemples tout à fait classiques. Un exemple qui est particulièrement frappant, c'est en 1992, le saola. Alors, le saola, c'est une espèce d'ongulé qui ressemble, si vous voulez, à la fois à une chèvre et une antilope. Bon, en réalité, c'est une sorte de bovidé de très grande taille, une sorte de chèvre aberrante. Le saola a été découvert par le naturaliste écossais John Mackinnon, qui travaillait pour le WWF à l'époque, dans la région du Vukong, dans le nord-ouest du Vietnam. Et Mackinnon a pu peu à peu, par méthode cryptozoologique, arriver à se procurer puis des spécimens de saola. Alors ça a commencé, si vous voulez, dans cette région du Vukong, par un certain nombre de descriptions convergentes que lui faisaient des témoins. Et il situait l'animal qui était en plus vraiment décrit avec finesse et précision, toujours dans la même zone. Ensuite, certains de ces informateurs qui connaissaient depuis des années, puisqu'en tant que spécialiste des espèces en voie de disparition, il avait souvent travaillé avec eux, et qui étaient parfois des chasseurs, ils leur ont dit, écoutez, ce qui serait bien quand même, ça serait de me procurer au moins une peau ou des cornes. Il a fini par accéder à ça. Et alors il était un peu surpris parce que quand il a eu les cornes notamment, les cornes ressemblaient à l'oryx, qui est une antilope, vous savez, qui vit notamment dans le désert du Negev actuellement, avec des grandes cornes droites. Donc il s'est demandé à un moment donné si c'était une antilope, alors qu'il s'agit plutôt d'une chèvre aberrante, on le sait maintenant. Et puis peu à peu, en resserrant, au bout de peu d'années, on a pu avoir des spécimens entiers de saola. Bon, malheureusement, ils sont morts aux eaux de Hanoï parce que on connaît tellement peu de choses de cette espèce, qui autrefois était beaucoup plus répandue au Vietnam, au Laos et en Chine, qu'on ne sait pas trop comment la nourrir. Donc les spécialistes de nutrition du parc zoologique d'Hanoï ont essayé beaucoup de choses, mais en vain, leurs spécimens sont décédés. Mais voilà, c'est typiquement ça, une trouvaille faite en zoologie classique grâce à la méthode cryptozoologique. D'abord, recouper des témoignages, voir s'ils sont cohérents entre eux, voir si c'est crédible écologiquement de placer un tel animal dans une telle zone. Ensuite, se procurer dans l'idéal des pièces anatomiques, ce qui est un premier élément de certitude, et puis ensuite un spécimen entier. On peut donc encore découvrir de grands animaux. Mais petit à petit, depuis la publication de Sur la piste des bêtes ignorées de Bernard Heuvelmans, publié dans les années 50, il faut bien admettre que notre planète est de plus en plus connue. Et il faut également admettre que les grandes vedettes de la cryptozoologie, comme le monstre du Loch Ness, le Yéti, le grand serpent de mer ou encore le Bigfoot, attendent toujours d'être découvertes. Ce qui rend certains scientifiques et certains passionnés de cryptozoologie de plus en plus sceptiques sur d'éventuelles futures découvertes extraordinaires. Sans compter que certaines théories qui sont à la base de la cryptozoologie fondée par Heuvelmans sont aujourd'hui dépassées. Il y a des choses quand on relit Heuvelmans qui restent relativement d'actualité, d'autres qui paraissent dépassées ou peu vraisemblables ou moins vraisemblables quand il a écrit ses livres dans les années 1950. Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». Si je peux prendre un exemple, quand il parle des dragons, entre guillemets, qui vivraient en Afrique équatoriale, le Mokele Mbembe et d'autres animaux de ce genre, il les assimile très rapidement à des dinosaures. Et pour ce faire, il s'appuie sur l'idée qu'on avait des dinosaures à cette époque, qui n'est plus du tout celle qu'on a aujourd'hui. Donc quand on relit ces passages, on se dit, bien, dans les années 50, c'était relativement légitime de dire cette description d'un gros animal très aquatique qui vit dans les marécages,
ça peut coller avec ce que nous savons des dinosaures. Mais quand on lit les mêmes passages aujourd'hui, alors que notre vision des dinosaures a énormément changé et qu'on ne les voit plus du tout comme ces animaux amphibies qu'on imaginait il y a 60 ans ou 70 ans, on se dit que le raisonnement de Wegmans c'est très difficile à suivre. Si jamais on devait découvrir des nouveaux animaux, on va dire de grande taille, ce serait quand même dans les océans qu'on a le plus de chances à l'heure actuelle d'en trouver. A priori, oui, parce que les océans sont d'accès plus compliqués que la surface des continents. Et puis, effectivement, l'histoire du sélacanthe est un exemple de découverte un peu sensationnelle faite dans les océans. Et puis, il y en a eu d'autres. Il y a un requin de grande taille qu'on a appelé le Megamouse qui a été trouvé plus récemment que le sélacanthe et qu'on ignorait totalement. Donc, je n'exclurais pas qu'on puisse trouver des espèces nouvelles dans les océans. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a que dans les océans qu'on peut espérer trouver des animaux encore inconnus, mais ça paraît quand même un peu plus vraisemblable que sur la terre ferme. On dit qu'on connaît mieux la surface de la Lune que nos fonds marins sur Terre, c'est vrai ça ? Oui, tout à fait. Michel Ségonzac, expert en écologie de la faune abyssale. Je fais souvent la comparaison. Aujourd'hui, puisqu'on parle de Mars tous les jours aujourd'hui, un satellite peut en faire la cartographie précise en 15 jours. Et ici, sur cette Terre, sur notre propre Terre, on est incapable d'en faire autant. Pourquoi ? Parce que l'eau est un élément très particulier qui fait 800 fois la densité de l'air, et ce qui explique que plus on s'enfonce, plus il fait noir, ça ce n'est pas encore un problème, mais plus il y a de la pression. Si vous voulez, à 4000 mètres, c'est un petit peu comme si vous aviez sur chaque centimètre carré de votre corps le poids d'une vache gersoise, par exemple, si ça peut vous parler. Donc cette pression est considérable et nécessite l'utilisation d'engins particuliers tels que le sous-marin. Et voilà, et une fois on avait calculé quelle était la superficie que les 5 sous-marins qui existent aujourd'hui dans le monde avaient couvert au cours de 30 ou 40 ans, peut-être maintenant, d'exploration. Le sous-marin peut éclairer sur un couloir de 10 mètres de large sur 20 mètres de long. Chaque plongée peut faire, dans certains cas, 2 à 3 km. Si on totalise cette superficie, on arrive à peu près à la superficie de l'agglomération parisienne. Alors si vous ramenez ça à l'étendue qui reste à découvrir, vous voyez que c'est quand même considérable. Michel Ségonzac est un des spécialistes mondiaux de l'Architeuthis dux, le terrible calmar géant, auquel il a consacré un livre, Géant des profondeurs. Il s'intéresse à la cryptozoologie, mais même s'il admet qu'on peut encore découvrir beaucoup de choses dans les fonds marins, il ne croit pas à la découverte prochaine d'un nouveau monstre aquatique, par exemple. Le serpent de mer, pour rester dans votre domaine, vous y croyez ou pas ? Non, je n'y crois pas trop, on ne peut pas l'affirmer, mais on a quand même, on a été de nombreux pays à explorer depuis plusieurs dizaines d'années les fonds marins sans trouver de serpent de mer. Un serpent de mer, on a quelques représentations de ce qui aurait pu être un animal préhistorique, un plésiosaure. Mais ça ne tient pas debout parce que d'abord c'est le cas de le dire, parce que cet animal au long cou ne pourrait pas émerger de la surface. Il ne pourrait être qu'en surface, de toute façon, dans la couche superficielle de l'océan. Et depuis le temps qu'on navigue, on aurait pu le trouver ou échouer aussi. Et alors il y a eu quelques témoignages d'échouages qui auraient pu ressembler à ça, mais en fait il s'est révélé que c'était des requins à moitié décomposés. Là, on est dans la mythologie. Il y a très peu de probabilité de trouver un serpent. Quel regard vous portez sur la cryptozoologie ? Un regard amusé ? Est-ce que c'est une discipline intéressante pour vous, qui peut encore amener des surprises, ou c'est plus pour rigoler ? Non, c'est une science tout à fait sérieuse. Le travail du cryptozoologue, c'est de rechercher sur place, auprès des populations, là où il a vécu, des traces de cet animal.
Ce sont des expéditions souvent onéreuses et très longues et qui peuvent échouer parce que faute de renseignements. Je pense que c'est une science sérieuse qui n'est pas très prometteuse parce que elle est souvent décourageante si on n'arrive pas à retrouver ces fameuses traces. Il est vrai que quand on voit le nombre de recherches, d'expéditions qui sont organisées depuis des dizaines d'années pour découvrir des cryptides connus, qui finalement n'aboutissent jamais à rien de concret, on se dit que les cryptozoologues pourraient se décourager. Eh bien pas du tout. Par exemple, si on n'a pas encore trouvé le Bigfoot, ce grand bipède velu qui batifole dans les forêts du Canada et des États-Unis, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas bien cherché. Ou tout simplement, les preuves de son existence n'ont jamais pu être rassemblées à cause d'un mauvais concours de circonstances. Quel est le problème? Il dit, on a le témoignage, on sait ce que c'est. Éric Joie, naturaliste et cryptozoologue. On a des descriptions précises depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle, où des gars l'ont approché, ont été approchés, ont pu l'observer pendant 10 minutes. Il y a eu des cadavres, notamment le cas au Manitoba en 1941, où un gars qui avait 17 ans à l'époque est parti braconner avec le fusil de son père, avec la Winchester de son père, tire sur un cerf wapiti, l'animal est blessé, il court chercher l'animal, il suit la piste du sang comme on dit, il croit le voir dans le buisson, la même couleur, il tire son deuxième coup, va chercher sa proie et tombe sur le cadavre d'un Bigfoot qu'il décrit parfaitement. Donc le gars, il revient avec le témoignage 20 ans plus tard. Et on lui dit, mais pourquoi tu n'en as pas parlé? D'abord, il dit, moi, on n'allait pas me croire, ça c'est d'abord une chose. Mon père, je crois qu'il en avait parlé à son père, et son père lui a dit, t'oublies ça, hein, oublie ça. Je ne vais pas aller chez les autorités. On lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas été signaler ça aux gardes et au shérif, à la police montée, etc. Il dit, on n'était pas très riches à l'époque. Un peu de viande pour varier le quotidien, c'était pas mal. Et pas le dire que j'étais en train de braconner quand même. Hein. Bon, les ennuis, j'avais pas envie de les avoir, quoi. Hein. Donc, il a laissé la chose sur place. Bon, il n'avait pas d'appareil photo. Il n'allait pas. En 1941, il n'y a pas beaucoup de gens qui se promenaient avec des appareils photo. Hein. Il n'y avait pas de GSM, donc ils se promenaient même pas avec un GSM ou un smartphone. Hein. Donc, mais il a décrit l'animal. C'était un mâle. Il a pu dire la longueur des poils, la répartition des poils. Il disait oui, le visage avait l'air humain, mais c'était pas tout à fait humain, mais ça ressemblait quand même à un visage humain. Et c'est ce que beaucoup de témoins disent, ça ressemble à un visage humain. On est trompé, on est perturbé, parce que ça ressemble à un visage humain. Il y a quelque chose d'humain dans ce visage. C'est pas un visage de singe, c'est pas... Il y a de l'humain là-dedans, mais le problème, c'est que c'est un humain très, très, très velu. En fait, on travaille contre nous. Parce que le jour où ces espèces ou une espèce est décrite, elle sort de notre champ d'études pour entrer dans la zoologie. Et donc, plus on va en découvrir, moins notre existence sera justifiable, quelque part. Donc c'est bien que le monstre du Loch Ness existe, c'est bien que le Bigfoot existe et que le Yeti existe et ne soit pas découvert. Ici, je fais un peu d'ironie. Et en fait, en découvrant ces animaux, c'est un peu scier la branche sur laquelle on est assis, mais c'est notre but finalement aussi de découvrir ces animaux pour toutes les raisons que j'ai données sur l'histoire de la vie et de l'évolution humaine ou des espèces ou peu importe. Ce serait chouette de retrouver un dinosaure s'il existait, ce serait chouette, mais bon. Pourquoi est-ce que des gens au XXIe siècle se passionnent pour ça? Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ». Il y a une espèce d'attrait pour l'inconnu, disons, extraordinaire, extraordinaire dans le sens de choses qui sortent de l'ordinaire, de la vie de tous les jours. C'est une façon, la cryptozoologie, un peu d'échapper à la grisaille quotidienne, si on veut. Hein. Ça peut très bien se comprendre. Et ça peut expliquer aussi pourquoi, même si finalement on ne trouve pas grand-chose de concret, on puisse être tenté de persévérer parce qu'on est devant un mystère qui est assez excitant pour l'esprit, et puis on se dit, continuons, on va quand même essayer. Et ça explique que certains ne se découragent absolument pas. Pour
terminer cette série consacrée à toutes les créatures mystérieuses de la planète qui nous font rêver depuis toujours, laissons le mot de la fin à Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences, qui a écrit « Du Yéti au calmar géant, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie », sans doute l'ouvrage le plus sérieux et le plus complet sur le sujet, écrit ces dernières années. Pour conclure, qu'est-ce qui vous passionne encore après toutes ces années ? Qu'est-ce qui vous passionne toujours là-dedans ? Le premier point qui m'intéresse et qui continue de me faire vibrer, c'est le fait que même si la biodiversité, hélas, se détricote plus vite qu'on n'a décrit, parce qu'on n'a pas encore décrit toutes les espèces, il y a encore quelques sanctuaires naturels limités où on a encore la possibilité de découvrir des espèces spectaculaires et intéressantes biologiquement, parfois moins spectaculaires mais intéressantes, et en plus en ayant recours au savoir des autochtones. Et c'est une très bonne chose au XXIe siècle de revaloriser les savoirs des autochtones et des peuples, notamment chasseurs-cueilleurs, qui ont été si longtemps méprisés. Et la deuxième chose qui continue à me fasciner, c'est la dimension culturelle. Réservoir à fantasmes, et là c'est plus le naturaliste qui s'exprime, mais mon autre valence, celle de sociologue. C'est-à-dire que c'est vrai que la cryptozoologie, notamment les gros dossiers, eh bien, c'est un réservoir à fantasmes culturels qui dit beaucoup aussi sur nos sociétés. Donc les deux aspects, touchant à la biodiversité et touchant aux fantasmes sociétaux, me fascinent toujours autant. L'aventure zoologique n'est pas morte, c'est ça que disait Bernard Heuvelmans ? Oui, c'est vrai, mais bon, je pense qu'il a raison. Même en zoologie la plus classique, si vous voulez, chaque année, on découvre quelques dizaines de vertébrés de grande taille. Chaque année, on découvre souvent, et en tout cas au moins quelques milliers d'espèces, mais la plupart sont des invertébrés, donc des êtres de petite taille, en demeurant très intéressants et très souvent des insectes. Mais chaque année, on découvre quelques dizaines de vertébrés de grande taille, pas toujours par méthode cryptozoologique. Sur les 40 dernières années, c'est facile à retenir, on a découvert une quarantaine de primates, que ce soit des lémuriens ou des singes. Le dernier étant un Semnopithèque birman du genre Trachypithecus. Et bien, cette nouvelle espèce de Trachypithecus a été découverte il y a quelques mois. Donc, même d'un point de vue zoologique, l'inventaire de la biodiversité n'est pas mort. Et en plus, on peut l'enrichir grâce aux ethnосavoirs, ce que tente de faire la cryptozoologie sérieuse et sceptique ouverte. Cependant, c'est ça qui est terrible, c'est que comme on est en plein dans l'anthropocène, comme l'ont rebaptisé les géologues, eh bien, les réseaux écologiques se détricotent plus vite, la biodiversité se détricote plus vite qu'on ne l'a décrit. Donc c'est un peu une course contre la montre qu'on ne gagnera pas, à coup sûr, mais je finis sur une note d'espoir. J'espère que les systèmes écologiques, les écosystèmes qui ont une capacité de résilience retrouveront un nouvel équilibre si nous devenons plus sages et plus raisonnables. Donc vous voulez dire qu'il y a des espèces que nous ne connaîtrons jamais parce qu'elles elles meurent à cause de la pollution et de la destruction de l'environnement à cause de l'homme. Oui, notamment des forêts primaires, tout à fait. Un bébé dinosaure. Ah! Il vivra assez pour devenir gros comme une maison et semer la terreur dans tout Londres. Alors que ferons-nous ? Eh bien, nous ficherons le camp de Londres aussi vite que nous pourrons. C'était le dernier épisode de cette série consacrée aux créatures mystérieuses étudiées par la cryptozoologie. Mais vous pouvez retrouver le Yéti, le grand serpent de mer, le Cadborosaurus, la bête du Gévaudan, le Mokele-mbembe, l'homme congelé du Minnesota, le monstre du Loch Ness, Ogopogo et Memphremagog, le Bigfoot ou le Sasquatch, le calmar géant, le poulpe colossal, l'almastie, le barmanou et tous les autres hommes sauvages en les téléchargeant sur la page podcast du site lapremière.be et sur Ovio.